Bonjour les rediffusés, ici la troisième session de lecture sur une histoire de genre. J'étais justement en train de dire que nous étions en train de lire ce livre de Lexi, et là on en est à la partie qui va tenter de décortiquer la transphobie. Voilà où nous en sommes. Mais d'abord on se pose un peu. Il n'en reste d'ailleurs pas grand chose, je crois, dans ce que j'avais sélectionné. Je crois qu'il nous reste 2 chapitres, du coup celui-ci, qui est quand même assez conséquent, hein. Je regarde un peu. Ouais, je sais même pas si on va le lire en entier aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas non plus des heures et des heures devant nous. On avait quand même une 50aine de pages. Et le dernier que moi j'avais envie de partager quand même, c'était celui sur les représentations. C'est drôle, on a parlé de représentation hier. Mais alors rien à voir, mais concernant les amitiés. Donc écoutez, des sessions très axées sur la représentation finalement. Je vais couper ça, on va se mettre un peu de piano peut-être. Je l'entends pas. Si c'est bon. C'est peut-être même un peu fort. Alors. Tac. Pas mal, je pense. En plus, en termes de cam, c'est vachement mieux de faire ça de jour. Un mal pour un bien. Enfin, un mal. En vrai, moi je suis trop contente de faire ça le matin. Ça va me faire plaisir d'avoir lu avec vous juste avant le taf. Je vérifie juste si j'ai bien fait mes petites annonces comme il faut. Pam pam pam. Hop, c'est tout bon. Eh bien, allons-y avec ce chapitre 4, qui s'intitule Anatomie de la transphobie. Les questions de genre sont partout. Si l'emploi du mot genre évoque souvent les transidentités, il s'agit d'un sujet sociologique absolument omniprésent et qui concerne tout le monde. Égalité femmes-hommes, féminicide, violences sexistes et sexuelles, que l'on ne s'y trompe pas, on parle bel et bien de genre. Il est nécessaire de saisir l'ampleur de ce que recouvre ce terme et de la centralité de ces questions dans les enjeux politiques et sociaux qui traversent notre monde. Il n'y a pas de fracture au sein des questions de genre, il n'y a que des dynamiques différentes aux sources communes. La structure patriarcale qui régit nos quotidiens n'est pas nouvelle et a encore de beaux jours devant elle, si l'on en croit les 12 nominations de Roman Polanski à la cérémonie des Césars 2020 et sa victoire en tant que meilleur réalisateur. Les questions trans, comme la sociologie les a souvent nommées, ne doivent plus être la patate chaude d'une époque qui a mieux à faire. Elles sont une part d'un continuum des violences de genre. Voir les spécificités qui font des personnes trans une minorité opprimée, c'est s'opposer aux violences de genre. C'est en avoir une vision plus juste et pleine. C'est saisir la prégnance d'un système de genre hiérarchique. Cette hiérarchie est le reflet d'un ordre social et d'une histoire culturelle en Occident. Elle rappelle que le modèle cisgenre est dominant, binaire. Évidemment. Les transidentités existent pourtant en Europe depuis des siècles. Nous aurons l'occasion de le voir. On l'a déjà vu parce qu'on a commencé par ça. Mais elles sont encore largement invisibles. Si l'existence des personnes trans n'est pas nouvelle, l'expression
au grand jour de nos différences et l'affirmation de celles-ci et de nos besoins le sont. Ce sont aussi l'expression d'une colère légitime et des doigts pointés vers les injustices et les inégalités qui le sont. En bref, nous sommes désormais plus visibles. Attendez, je vais juste... Est-ce que si je me mets là, je serais pas plus à l'aise? Un peu, peut-être, je sais pas. Hop là. Pas mal. Souvent... Ah, j'ai pas sorti mes petits stylos. Ils sont où d'ailleurs? Bah, je vais pas avoir mes stylos d'habitude, bon, c'est pas grave. Je vais me sortir un peu de tout, on verra. Alors, souvent c'est voir qui donne une existence dans la sphère collective. À la fin du 19e siècle, une peau de panda est rapportée en Europe, alors que l'on croit que l'animal a disparu depuis longtemps. La fourrure devient une relique, et le panda est présenté comme une espèce ancienne, quasi mythique. Il faut attendre 1916 pour que des Occidentaux observent les premiers individus vivants de cette espèce qui changent la donne. C'est finalement presque la même dynamique concernant les rapports non cisnormés au genre. Leur observation dans des régions extra-occidentales laissait comprendre la possibilité d'une diversité de genres. Mais il aura fallu voir et entendre les personnes trans chez nous pour enfin intégrer nos existences comme une réalité. Ah bah non, la cam ça va pas mieux. Elle est vraiment pétée. Eh. Elle bat. Est-ce que c'est parce que ça bouge? Ok. La dynamique d'inclusion n'est évidemment pas linéaire, c'eût été trop beau. Constater l'existence des personnes trans n'a pas été accompagnée par l'inclusion sans condition des concernés, aux sociétés qui sont les leurs. La prise de visibilité des personnes trans en Occident fut surtout le début d'une histoire de théorisation et des doctrines, de contrôle des personnes trans. Ça, c'est ouf, hein. Genre, il y a eu visibilité, into, contrôle des personnes. Et théorisation et doctrine, bien sûr. Et du coup, c'est le début d'une histoire de la transphobie proactive, comme reflet de la transphobie culturelle, donnée intrinsèque en creux de la cisnormativité de nos sociétés. La nature de la transphobie, phobie ou haine. Transphobie, voilà un terme qui laisse rarement indifférent, indifférente pour certains, certaines. C'est une phobie, de plus, dans une liste de sujets qui font, entre guillemets, que l'on ne peut plus rien dire. Pour d'autres, un outil fabriqué pour servir la victimisation d'une minorité. Pour d'autres encore, une simple question de subjectivité et de sensiblerie. Les personnes qui ne sont pas concernées sont de plus en plus familières avec le terme, mais manquent souvent d'exemples concrets de la transphobie, ce qui fait que finalement, c'est l'ensemble des choses que le terme recouvre qui n'est que deviné sans être vraiment connu. Il y a une logique à cela. On sait si peu ce qu'est pour de vrai une personne trans, que ce qu'elle vit spécifiquement du fait de son identité ne peut être pleinement conscientisé. Le rôle de ce chapitre est de clarifier les natures diverses, les idées et les buts qui motivent la transphobie. Le néologisme au suffixe phobie, les néologismes au suffixe phobie sont nombreux et souvent nécessaires pour rendre visibles des discriminations. Il y a vraiment ce truc de rendre visible. Hein. Rendre visible. Systémique, le plus connu est certainement homophobie, mais les luttes sociales en intègrent beaucoup d'autres. Je crois que j'ai pas le droit de le dire sur Twitch, donc vous voyez N-wordphobie, grossophobie, putophobie, etc.
Chacun désigne un véritable système de violence, actes, attitudes, paroles, contre une particularité identitaire qui prend racine dans chaque espace de notre société et qui a des conséquences concrètes sur les vies des personnes désignées. Interrogeons-nous sur les racines mêmes de ce terme. Étymologiquement, phobie désigne la peur de. Dans notre cas, une peur de personnes trans, de la transidentité en soi. Mais le terme est-il vraiment pertinent? La transphobie entre lentement dans la conscience collective faisant l'objet d'études de sociologie, mais désigne-t-elle vraiment une peur? Réponse courte, oui, mais pas que. Il y a dans la transphobie une programmation intellectuelle et culturelle qui est la résultante de plusieurs normes. Le fait que la majorité des personnes soient cisgenres est érigé en seule norme visible, implique que toute variation est immédiatement perçue comme une menace à l'ordre en place et comme une erreur dans la matrice. Il existe un véritable mécanisme de sacralisation des configurations identitaires de la majorité dans un environnement donné. Les caractéristiques du plus grand nombre deviennent une vérité intrinsèque à l'être humain. La médecine valide ces caractéristiques. Lorsque des différences sont découvertes, elles sont classées comme maladies ou deviennent l'objet d'une classification de groupes sociologiques sans que les principales concernés participent. L'exemple du racisme à l'époque coloniale, dont nous sommes largement dépositaires, illustre parfaitement ce réflexe à conditionner l'inclusion de certaines identités et à faire de la différence une sous-identité, et des personnes la vivant des individus de seconde zone. Les transidentités font pleinement partie de la société mais sortent de l'ordre majoritaire et sont impossibles à cerner par leur diversité a priori. La transphobie est un système de la peur. Avant de passer à la partie suivante, on boit un petit coup bien sûr. Tous les ingrédients sont réunis pour créer une idéologie de la peur. Nous sommes parmi vous, nous partageons vos espaces, et pourtant, nous appelons par notre existence même une totale remise en question des normes qui fondent les structures sociales. La construction et la répartition des identités dans les espaces publics et privés. Nous représentons une menace à l'hétérosexualité, à la cisnormativité, au patriarcat et à sa domination. Menace non pas individuelle à l'expression de ces identités, mais au système et aux dynamiques de domination autour de ces identités. À ce titre, nous sommes fondamentalement les actrices de mouvements sociaux qui le remettent en question, le féminisme en premier lieu. C'est le poids des structures en place et ce réflexe de crainte spontanée et de rejet de la différence qui crée une peur envers les personnes trans, une perception renforcée par la longue histoire de pathologisation, évidemment, de nos identités. La pathologisation des identités, c'est faire passer une identité pour une maladie. Coucou Cassandra, je suis en télétravail en même temps donc je leurs qu'à moitié, y a pas de souci. Ça va bien. Et toi? Bon courage pour le télétravail. On décortique la transphobie. On est dans le chapitre 4, qui est Anatomie de la transphobie. Si jamais, voilà. Je suis votre podcast ce matin. Qui nous considère du coup comme des malades mentaux, voilà ce que je vous disais, en liberté. Et non pas ostracisés, internés, déshumanisés, etc., etc. Une peur également accrue par notre assimilation à des sortes de créatures androgynes, à l'identité indistincte, à des outils d'une homosexualité déguisée cherchant à s'infiltrer dans les relations des hétérosexuels, ces personnes normales. Ces idées sont véhiculées par le vocabulaire. Et ça c'est hyper important, le chapitre on l'a déjà lu, comme nous l'avons déjà analysé dans le chapitre 2. C'est un des chapitres que je voulais absolument vous lire à haute voix parce que je le trouvais vraiment très important. Voilà, c'est un chapitre qui était consacré à avoir les bons mots. D'ailleurs, on avait pris quelques notes, je crois, parce qu'il y a des choses que on avait pris en note si la liste des... Je vais vous montrer. La liste des différents pronoms, je les connaissais pas tous d'ailleurs, et j'avais appris l'existence du mot diadique, qui est en fait, entre guillemets, l'opposé d'une personne intersexe. Voilà, c'était hyper intéressant. C'est Obsidiane. Diadique, ouais. Personne dont l'alignement chromosome, taux hormonaux, organes génitaux, autres facteurs sexuels secondaires est considéré comme adéquat ou normal. Donc une personne diadique est entre guillemets l'opposé d'une personne intersexe. Intéressant, hein? Je connaissais pas. Et oui, c'est Obsidiane.
C'est trop cool. J'adore. Je m'en sers pas assez. Mais franchement, on peut faire... Tiens. Un graphique après. Parce que tu peux relier les pages entre elles. Là, j'ai relié Sévrance au Térémine, par exemple. J'ai pas fait une grande page sur Sévrance pour l'instant, mais... Hop. Voilà. C'est trop bien. Ouais, ouais, c'est un peu long en apprentissage, mais c'est très cool. Moi, j'aime bien aussi parce qu'il y a tout un onglet qui permet de s'organiser. Et je me dis, ça peut être cool que les prises de notes, elles soient toutes au même endroit. Mais le souci, c'est que j'aime trop le papier, quoi. Donc je suis un peu ambivalente. C'est compliqué. Mais ouais, c'est trop cool. Ah, la couleur de ton pseudo, elle va trop bien dans le décor. C'est beau. Coucou Lilm. Oui, bonjour, le réveil a sonné, mais Lilm ne s'est pas levé, t'inquiète. J'ai fait pareil ce matin, enfin... Ça va faire... Ça va vous... Salut sire. Je trouve qu'il fait beau, mais encore frais. Mais beau. Mais beau. Oui, je me suis levée à 7h30 au lieu de 6h parce que vraiment ce matin, quand ça a sonné à 6h, ce n'était pas possible. Donc en quelque sorte, j'ai fait la grasse mat et j'ai raté le réveil, mais j'ai bien conscience que 7h30, c'est pas vraiment non plus une folie, quoi. Du coup, nous sommes dans ce chapitre 4, Anatomie de la transphobie. Et du coup, on était en train de dire que certaines idées, enfin, les idées évoquées là, donc pathologisation des identités, assimilation à des sortes de créatures androgynes, etc., etc., étaient véhiculées par le vocabulaire. Et donc du coup, je disais que c'était un des chapitres que je trouvais très important de lire, et qu'on l'avait donc du coup lu en live lors de la précédente session, ou celle d'avant. Enfin bref, dans une des deux précédentes sessions. Et du coup, j'en ai profité pour montrer les petites notes qu'on avait prises. Hop. Nos parcours méconnus inquiètent aussi. Nos possibilités de changement, nos revendications, le fait que les coming out sont plus nombreux et faits plus jeunes. Dans un système qui voit la biologie comme une vérité inamovible, nos corps changeants sont parfois presque assimilés à de la sorcellerie. Jouer aux apprentis sorciers est une expression qui a récemment été reprise dans les manifestations contre la loi bioéthique, mais qui est aussi utilisée pour attaquer les traitements hormonaux, un imaginaire imprégné de peur et de superstition ancestrale refait surface. Alors excusez-moi, je vais être honnête, je vais regarder ce qu'est la loi bioéthique. Ah, c'est sur la PMA. Ok, ok, ok. Les questions de bioéthique. La chronologie de 83 à 2023. Oh, c'est intéressant, attendez. Alors, déjà je vais noter. Attendez. J'avoue, je connaissais pas ce terme. Je sais pas si c'est la honte ou pas, mais je suis honnête. La loi bioéthique. Oh, désolé, il y a
Il y a des travaux ou quelqu'un qui coupe de l'herbe ou j'en sais rien. Alors, qu'est-ce que ça dit ça? Les premières lois bioéthiques, pardon, datent de 1994 et 2004. Ces lois, je vois rien. Réveil 8h20 ici, ça peut te rassurer. Bah, trop bien. Ces lois définissent les règles à suivre sur le don d'organes, la procréation médicalement assistée, donc la PMA, le diagnostic prénatal. La quatrième version, pardon, de la loi de bioéthique a été promulguée en août 2021. Tac. Ouvre notamment la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Ok. Ok. Parfait. Après, il y a tout l'historique. Je vais me le mettre là si j'ai besoin, mais pas. Voilà. Je vous mets le lien aussi si jamais vous voulez aller lire le truc. Hop. Ah. Est-ce qu'on va voir le chat? Ah oui, un peu. Je vais vous filer la gerbe, je peux pas vous le montrer. Bon alors, du coup. Est une expression qui a récemment été reprise dans les manifestations contre la loi bioéthique. Ok. Donc les gens qui étaient contre la PMA pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires. Je comprends mieux. Mais qui est aussi utilisé pour attaquer les traitements hormonaux. Un imaginaire imprégné de peur et de superstitions ancestrales refait surface. Et donc, cette peur est prolongée par la haine. Il ne faut pas croire que la transphobie s'arrête à cette peur. Elle peut se prolonger par une véritable haine, cette menace de l'équilibre social dans lequel on s'inscrit, même quand cet ordre n'est pas juste, mais en colère. J'enlève ma montre car elle fait du bruit. Et quand cela concerne une minorité dont on n'a jamais entendu parler, les remises en question semblent nécessairement fausses, les demandes abusives. Et la colère devient haine, une haine qui a le champ libre car les mécaniques sociales ridiculisent nos corporalités, nos identités, nos combats et nous déshumanisent. C'est souvent le cas dans des conflits, enfin dans des conflits comme ça, le réflexe premier est de déshumaniser. Les discours et la médiation des questions de genre et des personnes transgenres restent trop souvent aux mains des médias dits traditionnels, bourrés de stéréotypes, ce qui n'aide pas. Nos prises de parole sont encore relativement peu nombreuses et d'autant plus invisibles.
Notre précarisation réduit nos moyens d'action et de diffusion de la parole, qui est très nettement en notre défaveur. Le sentiment de révolte et de colère profonde existe aussi du fait que les transitions, entre guillemets, transgressent des, entre guillemets, lois biologiques. Considérées par une majorité comme l'ordre des choses telles qu'elles doivent être et que les personnes transgenres bousculent. Outre la transition médicale, c'est plus largement la perception d'une usurpation de fonctions biologiques traditionnellement associées à un genre ou à l'autre qui génère une colère, mais aussi des caractéristiques genrées très présentes culturellement, telles que les codes de l'hétérosexualité. Et avec eux, le stéréotype de la virilité, notamment chez les hommes cisgenres. Pour beaucoup, l'idée de relationner avec une femme trans est assimilée à de l'homosexualité du fait de nos organes génitaux. Cette simple idée est inadmissible, tant la question de l'attirance touche à un point fondamental et intime, et elle fait naître une vraie haine. Pour certains, le décalage entre la perception de genre et la réalité des organes génitaux est inconcevable. Parfois même, le simple fait de nous présenter comme femmes ou hommes peut déclencher les foudres. Cette haine ne s'exprime pas forcément consciemment, n'est pas nécessairement politique. La question houleuse des préférences génitales amène souvent une transphobie qui n'est pas pensée comme telle. Elle naît d'un refus de reconnaître le genre par-dessus une perception de nos organes. Le genre par-dessus une perception de nos organes. Par un manque de déconstruction du rapport au sexe, comme interaction entre deux biologies. Au quotidien, la transphobie est une horreur à subir, et nous y échappons rarement. Apprendre la transphobie, c'est voir revenir les mêmes mots. Pourtant, elle reste largement invisible pour les personnes qu'elle ne concerne pas, car elle s'inscrit dans des dynamiques culturelles et des normes très ancrées qui contribuent à nier son existence. C'est cet ancrage profond qu'il faut décortiquer pour mieux voir la transphobie. Très intéressant. La transphobie est un système. Mais je devrais prendre mon stylo plume et flex avec mon stylo plume en fait, plutôt que de faire au crayon de papier. J'ai la flemme de me lever, on verra plus tard. Comme pour toute violence identitaire, comprendre la transphobie et agir contre elle ne peuvent être pertinents qu'en s'appuyant sur les expériences sociales vécues en commun par les concernés. Notre inclusion dans les débats qui nous concernent doit être sans concession. Pourtant, le contexte est loin d'être idéal. Pour mener une action favorable aux questions de genre, remise en question perpétuelle de l'existence ou de la présence de la transphobie, manque de recul supposé sur le sujet, sensiblerie extrême prétendue des personnes trans, outre le malaise que notre différence provoque, le fait de ne pas penser la possibilité de nos existences est organisé en un véritable système culturel. Ouais, je pense que ça va traverser. Car la transphobie est systémique, elle n'est pas anecdotique. C'est important ça. La transphobie est systémique. Est-ce que j'ai un petit... Je pense que ça transperce de fou. Ouais, voilà. On a fait le test. Elle n'est pas anecdotique ou l'objet de cas isolés. Qu'est-ce qu'un système cis-hétérocentré? Le dictionnaire Larousse nous donne plusieurs définitions pour le terme système. Retenons ici ensemble organisé de principes coordonnés de façon à former un tout scientifique ou un corps de doctrine. Ensemble de procédés de pratiques organisés destinés à assurer une fonction définie. Tendance à penser et agir selon un ensemble de valeurs rigides et dogmatiques. Ces trois définitions ne sont pas mutuellement exclusives et se complètent. Notre société est un système composé de normes qui sont, en quelque sorte, les règles perçues comme assurant le fonctionnement normal du dit système. Illustrons le fonctionnement et la construction d'un système avec le cadre de la reproduction et la parentalité. À la base, il y a une donnée brute. Les organismes vivants peuvent procréer et perpétuer leur espèce. Et, en le faisant, des liens et une similitude biologique se forment. La reproduction est basée sur des règles de compatibilité organique entre ovules et spermatozoïdes. Tout cela est un système en soi. Chaque paramètre est une norme qui permet son fonctionnement. Mais les sociétés humaines ne se sont pas contentées d'intégrer ce système biologique. Nous avons calqué sur eux des systèmes socio-culturels. Pour reprendre notre exemple, nous avons construit un système qui estime que l'utérus est féminin et le pénis masculin, que la reproduction serait à la fois une affaire de compatibilité biologique et de genre. L'hétérosexualité a de fait été présentée comme une combinaison morale et naturelle, car elle permettrait la survie de notre espèce. Ce système a donc en creux fait de toute
sorti de l'hétérosexualité une menace, un acte indigne, car il ignorerait notre survie. Car évidemment, homosexualité et lesbianisme seraient absolument incompatibles avec le fait d'avoir un enfant. À noter que la stérilité sort également du système reproductif. Elle est alors stigmatisée, moquée, et pendant des siècles a été soulignée comme un critère qui fait d'une personne une moitié symbolique, une moitié de ce qu'elle devrait être, socialement et biologiquement. Il y aurait encore de nombreux paramètres à mentionner sur cette question. Retenons simplement la superposition de normes qui composent un système et sont toutes des parties intégrantes et construites par et pour l'ordre social majoritaire. Les systèmes conditionnent les identités, les comportements, etc. Et ils intègrent volontairement, ou par état de fait, des conséquences pour toute variation sortant de son fonctionnement. Ah, vous voyez une oreille là. Fais pas tomber mon verre. Hein. La transphobie est donc un système en soi, comme on vient de le voir, résultant d'un autre système, la cisnormativité. Dans une même société, tout se répond. La cisnormativité, c'est considérer le fait d'être cisgenre comme un système sans exception possible. La cisnormativité, c'est cette construction qui estime que le sexe biologique est le facteur qui définit le genre, que genre et sexe sont binaires. La cisnormativité est un système parce qu'elle est la règle qui conditionne tout, notre accès à la médecine et la visibilité de nos maladies, les rôles qui sont intégrés comme accessibles ou acceptables selon notre genre. Les fonctions et attentes basées sur nos biologies. Plus largement, être cisgenre, c'est profiter d'une société qui a été faite pour nous, qui nous voit, nous comprend et nous inclut comme une donnée de base viable. À ce titre, cela signifie avoir des privilèges. Par exemple, une personne cisgenre ne sera pas remise en question, ne sera pas sommée d'expliquer ce qu'elle est. Elle est la norme, attendue et connue. Elle est normale. Cette simple phrase, si elle implique en sous-texte une question relative au genre, a une formulation si générique qu'elle semble questionner la nature humaine même. Dans le vocabulaire usuel, il n'est pas rare que l'on oppose aux personnes trans les personnes normales. Tout est dit. Être cisgenre est la norme attendue et connue. On calque un genre dès la naissance, avant même que ça ne prenne un sens. C'est parce que la cisnormativité a été construite et a été transmise comme telle que la transphobie existe. La cisidentité, comme norme systémique, est incompatible avec l'idée d'une société transinclusive. Il y a là une dynamique de cause-conséquence. L'amas de normes et d'attentes autour de la cisidentité exclut en conséquence logique la possibilité de la transidentité. Dans un système qui attend de son stéréotype de la féminité de porter la vie, qui a théorisé l'instinct maternel comme un réflexe de femme, qui a instauré une division genrée créant une charge mentale spécifique aux femmes, l'idée d'un homme enceint ou d'une femme née avec un pénis devient littéralement incompréhensible. Pourtant, il ne s'agit que d'une question de diversité des combinaisons genre-biologie. C'est cette incompréhension fondamentale due à l'ensemble culturel qui est le nôtre, qui crée la peur et la haine et qui fait de la transphobie un système. En conséquence, notre existence même semble incongrue, quand elle ne paraît pas impossible. Notre présence dans tous les espaces de notre société est perçue comme indécente, menaçante, ridicule. La transphobie est partout et concerne potentiellement tout le monde. C'est une question d'ensemble sociologique, d'héritage collectif. J'ai attendu moi-même d'être face à ma propre transidentité pour comprendre tout cela, pour connaître le mot transgenre. Moi-même qui aujourd'hui écris un livre, j'ai eu honte d'être trans parce que je sortais de normes identitaires. C'est parce que la transphobie est un système qu'on la retrouve dans nos lois, en politique, dans nos formulaires administratifs, en milieu scolaire. Elle rend 1000 choses du quotidien plus difficiles car nous sommes rejetés ou non prises en compte. Le rejet est bel et bien l'une des premières conséquences de la transphobie quand il y a une conscience de l'existence des personnes trans, car dans une majorité des cas, nous ne sommes pas vus, et par conséquent, jamais prises en compte. C'est déjà de la transphobie, une transphobie contextuelle, culturelle, inactive et souvent involontaire certainement. Elle se comprend, elle n'est pas nécessairement malveillante, mais elle existe, et n'est pas acceptable pour autant. Faire penser, pas culpabiliser. Il est trop frustrant de constater le peu de crédit que l'on accorde au quotidien, aux paroles directes des personnes trans et à l'adaptation sociale à nos besoins. Cette situation et cette transphobie involontaire, acquise et intrinsèque, ne sont pas uniques. La même dynamique existe pour le racisme, avec, là aussi, un ancrage historique, économique et culturel. Le sexisme, la ptophobie, la grossophobie sont également des systèmes discriminants, presque invisibles et peu remis en question. Il est important de faire preuve d'esprit critique et d'esprit d'analyse.
Ces craintes, ces préoccupations ne peuvent pas devenir un frein à l'épanouissement, et il y a déjà une forme de transphobie dans l'idée que les personnes trans ne peuvent pas être crues sur les questions qui les concernent spécifiquement. Ce paragraphe n'a pas vocation à culpabiliser, mais à faire penser à ces choses que l'on ne sait pas, et que de ce fait, on peut penser. Et si je peux comprendre la gêne et l'agacement que ces paroles peuvent créer, il me semble que ces émotions négatives sont le baromètre d'un possible sentiment de culpabilité non assumée ou inconsciente. Porte d'entrée dans une réflexion sur la transphobie involontaire. La transphobie n'est pas nécessairement volontaire. À la vôtre. Boire de l'eau même, un petit peu. Purée. Le micro il détecte tout. En fait, je me suis rendu compte pourquoi ça faisait plus de bruit, parce qu'en fait, comme il est posé sur mon bureau, dès que je pose quelque chose sur mon bureau, ou mes mains ou quoi, ça résonne dans le micro. Logique. La transphobie est un phénomène négatif, brutal, pour tout le monde. Pour les personnes qui perpétuent la transphobie, il s'agit d'affirmer un refus de constater et respecter pleinement une existence. Cela n'est jamais bienveillant et place dans un espace intellectuel et émotionnel de refus et d'opposition. Cette négativité doit avoir un impact, je pense, sur soi-même. La situation est subtile. Il s'agit de réussir à analyser les intentions derrière la transphobie et à avoir pleinement conscience que la transphobie n'est pas nécessairement volontaire. Prendre en compte cette réalité ne doit pas éloigner de la vérité de base. La transphobie est une violence contre les personnes trans et ne doit plus être acceptée. Pourtant, en tant que personnes trans, nous apprenons bien vite à détricoter la transphobie dans ses aspects les plus insidieux, à la voir même là où elle ne semble pourtant pas exister à première vue. En nous y habituant, nous cherchons aussi à nous en protéger et à l'éviter, ce qui peut participer à un isolement, à des peurs, de la sociabilisation. Nous sommes parfois confrontés à des cas bien différents. La transphobie culturelle. Je confirme, ce n'est pas gênant. Bon, tant mieux. C'est de faire des petits toum 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 toum. Vous avez sans doute compris que l'un des enjeux majeurs concernant les personnes transgenres est d'inverser l'ignorance entretenue et parfois idéologiquement volontaire nous concernant. En effet, les questions de genre sont souvent perçues comme tabous, sensibles, trop compliquées pour être discutées et apprises. Leur intégration au manuel de SVT il y a quelques années avait d'ailleurs été largement critiquée et attaquée. Ce qui est dommage, car ça aurait pu éduquer plus facilement les gens. Notre société ne connaît pas les personnes trans et semble ne pas vouloir le faire. Cette ignorance entraîne une transphobie dans de nombreuses situations où elle n'est pas cherchée et pas voulue. Trop souvent, ce qui se substitue à l'information objective est un ensemble de stéréotypes profondément ancrés et qui ont été largement véhiculés et entretenus. Les films Le Père Noël est une ordure, The Crying Game, Ace Ventura ont ainsi donné à voir des personnes trans pathétiques ou séduisants, mais dont la transidentité est fondamentalement un objet de moquerie et de dégoût malgré l'attrait physique des personnages. D'autres films ont entretenu l'image de personnes trans comme violentes. C'est le cas dans la franchise Massacre au camp d'été ou dans Pulsion. Je connais ni l'un ni l'autre. En 2020, la bande-annonce du film Miss, acclamée au festival de l'Alpe d'Huez, a pourtant laissé peu d'espoir quant à une représentation juste et claire, entretenant un flou qui laisse deviner un personnage trans dont les interactions sont celles d'un personnage trans mais qui n'est jamais dit trans. D'autres films à grand succès n'ont pas été plus positifs. Les représentations font tellement de dégâts, c'est fou. Non mais c'est fou, hein. Et tu grandis avec ces représentations-là. Et c'est hyper difficile de les remettre en question parce que souvent c'est des choses que tu prends pour argent comptant. Comme ce qu'on disait hier. Ah là là, quand t'es ado, tu dois avoir une meilleure amie. Et du coup, quand t'en as pas, t'es en dehors du système, tu vois. C'est assez fou. Ces archétypes remplacent souvent la parole des personnes trans dans l'inconscient collectif et tiennent lieu de pédagogie pour beaucoup de spectateuristes. Le cinéma n'est pas le seul vecteur de mésinformation et de clichés. Ceux-ci sont présents en amont et ne sont que repris par ce support, que renforcés par les films qui représentent des personnes trans. Dans tous ces cas, il y a plus souvent une bonne intention, celle de représenter, d'expliquer.
Mais les intentions ne suffisent pas et nous n'échappons pas, collectivement et spontanément, à des siècles d'invisibilité, à l'omniprésence de la psychiatrie, à la vision d'une différence qui ne peut être vécue que comme un drame, que dans la violence. Les expériences de sociabilisation des personnes trans sont assez claires sur le sujet et démontrent clairement tous les stéréotypes auxquels une personne cisgenre pense spontanément quand le mot trans est convoqué. De fait, cette programmation culturelle, qui est à la base transmise à tous, nécessite toute une éducation, toute une déconstruction qui n'est pas accessible à tout le monde. Non pas dans un sens élitiste, mais dans un sens contextuel. Nous en avons déjà parlé dans le chapitre 2. Si cet apprentissage est nécessaire pour changer les réflexes verbaux, il doit aussi être la source d'une reconsidération totale de ce que nous pensons savoir sur les genres, et donc sur ce qu'être trans est pleinement. C'est véritablement ce manque de connaissances ou les stéréotypes qui font office de connaissances. J'ai été déconcentrée par une petite poussière, pardon. C'est véritablement ce manque de connaissances ou les stéréotypes qui font office de connaissances qui entraînent une transphobie à plusieurs espaces. J'ai fait une aparté qui n'est pas aussi grave entre guillemets, mais en gros en Belgique, il y a plusieurs générations qui ont souffert à fond de l'époque Coluche. Les blagues de Belges. Ah mais oui! Clairement. Et du coup, qui se sont fait vraiment moquer et harceler lorsqu'ils venaient en France. Alors, ce n'est pas comparable à la transphobie et aux violences subies par les communautés trans, bien sûr, mais je sens que rien que ça, déjà ici, a un impact énorme sur les gens et ce qu'ils ressentent vis-à-vis de ces représentations. Bah oui, normal. Et oui, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, du coup, ça fait que la France ou les Français peuvent être hyper mal appréciés. Hyper mal appréciés, je sais pas si ça se dit, mais moins bien appréciés parce que y a ces clichés-là, quoi. C'est sûr. Quand t'as un Français qui fait une blague en mode ah ah, la Belgique c'est juste un département français ou quoi? C'est bon. Forcément ça plus les blagues sur les Belges. Merci. Je trouve qu'en connaissant ça, on peut plus laisser on peut plus laisser des représentations dangereuses pour les minorités. Ouais. C'est clair, mais encore faut-il avoir ce recul critique. C'est ce que Lexi disait tout à l'heure, que ça nécessite un... Je sais plus où c'était, mais que ça nécessite de prendre un recul critique et de... Et il y avait un autre terme que je voulais dire, mais je me souviens plus. C'est pas grave. Recul critique. De toute façon, c'était un synonyme, donc... It's okay. Oui, c'est juste intégré, c'est ça? Il s'en fout. Il est trop mignon. Il est vraiment allongé. Mais il est à moitié allongé sur le socle où il y a ma cam, du coup... Mais il est trop mignon. J'aimerais vous le montrer. Si je fais comme ça... Oh non, je lui ai fait peur. En même temps, le bruit était désagréable. Il est à moitié en dehors du bureau. Oh oui. Oh là là, la vie est dure. Je pense qu'il a très chaud, oui. Attention, je vous redonne la gerbe. Hop, hop. Ouais, je l'ai coupé parce que je savais que le truc, il allait faire du bruit. Hop là. Non mais il est trop mignon. Il veut s'éduquer. Pas du tout. Il veut juste être avec nous.
Alors, la transphobie en famille. Dans le milieu familial, le réflexe transphobe dû à une absence de connaissances et d'éducation est particulièrement difficile à vivre. Nos familles n'échappent pas à notre contexte culturel. Nous n'y échappons pas nous-mêmes. Oh, désolé, la cam qui fait ça, là, c'est intankable. Mais le cheminement qui nous amène à la prise de conscience accélère la déconstruction. Si bien que quand le coming out à la famille arrive, quand il est fait, car tout le monde n'en a pas besoin ou n'a besoin de relations avec sa famille, ce sont les mêmes stéréotypes que l'on voit poindre la plupart du temps. Nous avons déjà évoqué le rejet familial, cette extrémité est une trace évidente de la transphobie, mais le manque de connaissances et la vision majoritaire et cisnormée des identités ont d'autres conséquences. L'inquiétude relative aux transitions et au regard social est souvent nourrie d'une bonne intention mais renforce les stéréotypes. Oui, par exemple, cette inquiétude qui renforce les stéréotypes, j'ai un collègue une fois, il y a des années, donc c'était même pas dans ce travail-là, qui renseigne une personne dont je ne connais pas le genre et qui était maquillée, alors que potentiellement, pour mon collègue, c'était pas censé correspondre à son genre. Bref. Et il vient me voir. Et il me dit, t'as vu le gars, il était maquillé. Moi j'ai juste dit, bah ouais, trop stylé. En plus, cette personne se maquille trop bien. Voilà. Point. Et là, mon collègue me dit, franchement, bravo, hein, c'est super courageux de faire ça et tout. Parce que ça doit faire peur ou je sais pas quoi. Et en soi, c'était pas du tout méchant. Au final. Mais c'est quand même un truc qui renforce les stéréotypes, d'être en mode waouh, c'est super courageux. Franchement, il doit avoir peur dans la rue et tout. Enfin. Bref, c'est un exemple de ça, d'une espèce d'inquiétude qui renforce les stéréotypes. Voilà, ça pour vous dire que parfois, même dans une phrase que vous pensez gentille, se cache des stéréotypes et de la transphobie. La possibilité d'une expression de genre qui n'est pas ancrée dans la binarité et les stéréotypes de genre est souvent peu admise, et l'idée de bonne transition, synonyme d'acquisition d'une expression de genre hyper binaire, est souvent imposée. Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, on attend des personnes trans qu'elles soient hyper binaires. Alors qu'en vrai, le genre c'est un truc fluide en fait. La temporalité de la transition est également source de remarques difficiles à entendre, mais dites sans volonté blessante. Tu n'es pas encore totalement femme, ça ira mieux quand tu auras fait telle ou telle opération, qui démontre aussi une vision très limitée de nos identités et des transitions. Il est important de savoir... Attendez. J'ai un message du travail, je vais juste vérifier s'il ne se passe pas des urgences. Ok, non, tout va bien. Je ne sais plus où j'en étais par là. Il est important de savoir que ces remarques et cette conception ne sont pas malveillantes, que le but n'est pas de blesser, d'être transphobe en soi, c'est même l'opposé parfois, mais en voulant être protectrice, aidant, aidante, c'est d'abord des biais transphobes en eux-mêmes qui sont convoqués. Bon, l'heure Lille. Il faudrait que je le décale, je l'ai mis un peu trop haut. Une autre pression, assez violente, souvent présente dans le cercle familial, est le rappel de l'assignation de naissance et de l'histoire de sociabilisation dans le genre assigné. Tu resteras ma fille / mon fils. Quoi qu'il arrive, tu es né fille ou garçon. Des réflexions qui sont compréhensibles car elles font appel aux normes liées au genre et au sexe biologique, mais aussi convoquent une histoire sentimentale perçue par des personnes ayant une autorité et un lien fort. Notre famille, comme nous, a cru à une identité qui lui semblait évidente et qui a conditionné nos rapports. Admettre qu'il s'agissait d'une vision faussée est difficile en soi, mais amène aussi à la fameuse idée du deuil de la personne trans, d'un manque de celle-ci. Être trans, le dévoiler, le vivre pleinement et faire son coming out et ou sa transition,
c'est d'être plus vivant-vivante que jamais. C'est être plus soi que jamais, c'est un épanouissement euphorique. Alors lui opposer une tristesse et l'idée de deuil est symboliquement et factuellement très lourd. C'est rester dans un passé qui est perçu comme une vérité ou un idéal alors même qu'il peut être pour nous une prison dont nous nous libérons enfin. Le continuum de l'être dans son parcours de transidentité. On oublie trop souvent de célébrer nos vies, de célébrer notre liberté et notre identité au nom du passé. C'est d'une certaine façon un refus de nous voir nous, et si les difficultés sociales sont effectivement un motif d'inquiétude, elles ne doivent pas prendre le dessus. Il est nécessaire de comprendre et d'apprendre que le genre est une donnée fluide et culturelle, mais aussi qu'il y a un continuum de l'être dans son parcours de transidentité. Nous avons notre histoire de sociabilisation et de rapport au genre. Notre corps est notre corps, qu'il ait besoin de modification ou non. Notre passé, avec ses joies et ses douleurs, participe à forger qui nous sommes, et si notre présentation de genre change, nous restons les mêmes personnes. Nos passions restent nos passions, nos envies restent nos envies. Nous gardons les mêmes sentiments envers les mêmes personnes et il est bon de le rappeler, car la transidentité est trop souvent perçue comme un changement absolu de l'identité. Ce qu'elle n'est pas. Certes, les habitudes ont la dent dure et un temps d'adaptation pour les changer existe. Mais le sentimentalisme lié à ces changements n'est que le signe d'une difficulté à comprendre les identités trans, et à les mettre comme une simple donnée plutôt qu'une espèce de tare. Aimer au-delà du genre. Personne n'est infaillible, personne n'échappe à son contexte culturel et à l'éducation que celui-ci participe à formater. Je me répète, la transphobie est un système qui a des conséquences dans tous les milieux, chez tout le monde. Même chez vous, lectrices, qui soutenez et êtes présents pour une personne trans dans votre entourage ou qui admirez et respectez une personne trans visible, connue, dont vous avez pu entendre la voix. Non, je ne veux pas vous traiter de méchante transphobe. Non, je ne veux pas remettre en question votre soutien sincère et d'ailleurs, je vous en remercie. Mais vous n'êtes pas infaillible. La question est complexe. Je pense sincèrement que la proximité émotionnelle, l'amour, la tendresse et l'attachement que l'on porte à une personne rendent forcément un peu plus à l'écoute de son vécu, et les sentiments créent souvent une réaction empathique. En tout cas, je veux le croire. Ma maman est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Après mon coming out, qui n'a pas été une surprise pour elle, elle a été la première à affirmer que non, ce n'était pas normal que l'on m'insulte, que l'on me frappe. Elle a été la première à entendre que j'avais des besoins, à m'aider à les remplir, à m'accompagner. Ma mère m'aime et son amour passe au-dessus de la façon dont je vis mon genre, de mon genre lui-même. Jamais je ne la remercierai assez d'avoir su, à cet endroit, dépasser un système dans lequel elle a été élevée. Notre amour l'a engagée contre la transphobie, mais ça ne veut pas dire que tout est idéal. Outre le besoin compréhensible d'un temps pour prendre de nouvelles habitudes verbales, il a fallu répéter et demander des efforts pour que mon pronom et mon prénom soient systématiquement respectés en famille. Le genre n'est pas une question de personne, il n'est pas anecdotique, il est partout, c'est un système. Et si le filtre de l'amour permet clairement de remettre en question certaines violences de ce système, il ne tient pas lieu d'éducation et de déconstruction instantanée. Ça aurait été trop facile. Le soutien parfois indéfectible que l'amour inspire est merveilleux, mais il ne suffit pas, car il n'assure pas une connaissance des questions de genre. Cet amour doit être le combustible pour aller plus loin, pour demander « qu'est-ce que je peux dire qui est problématique au fond? Est-ce que je comprends tout ?» Convaincre l'entourage familial. On me demande régulièrement s'il existe un moyen de convaincre l'entourage familial. Je crois que plusieurs astuces peuvent y aider. Il faut d'abord avoir une conscience de cette dissonance et adapter son discours en conséquence. Les informations d'ordre scientifique, objectivité de notre identité, les effets des hormones, les différentes étapes administratives peuvent être apportées par une personne qui incarne une forme d'autorité pour les parents et les proches en général. Médecins, agents en mairie, documentaires, sites officiels. Force est de constater encore que ce sont majoritairement des personnes cisgenres. Encore une fois, on accorde aux personnes trans ni expertise ni confiance réservée à l'entre-soi des privilégiés. Il est aussi important de rendre visible la vie communautaire et l'expérience d'autres personnes trans, notamment des personnes d'une tranche d'âge proche de nos parents. Cela aura tendance à rendre réelle la possibilité d'un avenir pour une personne qui transitionne ou ayant transitionné. À ce titre, mais pas que, le documentaire du comédien et réalisateur Océan est un support utile, si les préjugés peuvent rester prégnants. Voir la multiplicité de nos parcours et échanger avec une personne qui ne partage pas de lien émotionnel reste utile. En complémentarité à cette éducation objective et déléguée à des sources qui sembleront plus objectives, il est important de faire de ce lien sentimental le vecteur d'information.
Si les affrontements sont parfois inévitables dans un contexte où les contacts familiaux existent, l'expression de ces émotions et du mal que nous pouvons vivre en lien à une mauvaise intégration sociale et genrée peut aussi créer un déclic basé sur l'empathie. On oublie trop souvent le pouvoir que l'empathie peut avoir, incarnant un vrai contrepoids à tout ce que les questions de genre peuvent avoir de politique ou au manque de conscience de la transphobie ancrée et intrinsèque à de nombreux réflexes quotidiens. Si l'on peut amplement critiquer la représentation des personnes transgenres au cinéma, et d'ailleurs nous le ferons, trop hâte, le cinéma peut être une porte d'entrée et un média permettant la transposition d'une situation vécue dans le cadre familial, permettant de mieux en saisir les enjeux et de jouer avec l'effet de projection dans la fiction pour toucher et faire changer. Élever sans genre. Oh, pardon. Sur Instagram, avec le temps, une des questions que j'ai fini par recevoir le plus concerne les enjeux de ne pas créer une cisnormativité par défaut quand on élève un ou une enfant. Bien souvent, ce sont des parents cisgenres elles-mêmes qui me demandent conseil, preuve heureuse d'un questionnement parmi les alliés. La cisnormativité impose aux enfants dans leur parcours de développement personnel est souvent vécue comme un frein au moment de la prise de conscience trans. Il s'agit donc de réfléchir à un nouveau contexte pédagogique, un nouveau système pour y remédier. Le but est de créer une sorte de neutralité ambiante qui permettra à chaque personne d'affirmer son individualité. L'idéal serait d'annuler toute assignation à la naissance, une réalité effective dans plusieurs cultures autour du globe. Oui, cela semble énorme et impossible pour les pessimistes. D'autres petits réflexes peuvent être pris, et au centre de tout est la communication du parent qui se nommera comme cisgenre, qui nommera l'existence de personnes trans, qui affirmera la légitimité à questionner le genre, mais qui sera aussi à l'écoute des besoins de son enfant sans jugement. Couleurs, jouets, vêtements, pronoms. Offrir un libre accès à ces éléments qui sont considérés comme de vrais marqueurs du genre permet de diminuer le conditionnement du genre. Pour les personnes trans, mais aussi pour les personnes cisgenres, c'est détruire le conditionnement aux activités, aux attitudes divisées entre les genres. C'est ainsi que nous retirerons tout sens genré donné à des choses qui n'en ont en fait pas. Un vêtement n'est rien d'autre que... Un vêtement n'est rien d'autre que du tissu. Je comprends la difficulté à se mettre dans cette attitude de vulnérabilité pour un parent qui incarne une autorité. Moi d'ailleurs, si j'ai un enfant un jour, j'ai trop envie de faire un truc pour lui simplifier la vie si jamais à un moment donné il a besoin de changer de prénom par exemple. Je pense que je mettrai en deuxième prénom un prénom qui est de l'autre genre. Parce que comme ça, pour les papiers, c'est plus simple. Parce que du coup, t'as pas à tout changer, t'as juste à dire que tu veux que ce soit ton deuxième prénom qui devienne ton premier. Je me dis que si c'est déjà dans les papiers, peut-être que c'est moins embêtant. Après, je sais pas si c'est intelligent parce que souvent, les personnes trans se choisissent un prénom. Donc du coup, je sais pas, tu vois, mais... Voilà. Je pense que, en fait, c'est ce qu'on voudrait faire avec mon amoureux. C'est du coup que le deuxième prénom soit d'un genre, d'un autre genre. Ou un prénom mixte, mais il y en a moins. Ouais, il y a moins de prénoms mixtes. Après, bon, bah, peut-être que du coup, à l'école, il y aura des moqueries parce que, oh là là, ton deuxième prénom, c'est un prénom de fille, oh là là, ton deuxième prénom, c'est un prénom de garçon, ouais. Mais en vrai, si ça peut créer plus de facilité après, s'il y a besoin de changer de prénom, de transitionner, etc., je trouve que c'est quand même sympa, en fait, de montrer qu'un prénom, c'est juste un prénom, en fait, et si tu considères que ben, il te met dans une catégorie dans laquelle tu veux pas être, ben, change-le, je t'en mets un deuxième, tu vois. À l'école, personne ne connaissait mon deuxième prénom. Non, mais en fait, en général, ils sont affichés au brevet et au bac. Sur les listes. C'est juste ça. Mais en soi, on s'en fout, quoi. Il y a des prénoms qui se mixicisent tout seuls par l'usage. Oui, c'est vrai. Mais voilà, j'avoue que j'avais envie de faire ça.
Je vous partage ma petite idée. Je sais pas. Mais ça permet aussi de montrer que le genre est pas un carcan, quoi. D'essayer d'éduquer en disant, mais en fait, tu fais ce que tu veux et ce que tu ressens, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de case, ok? You do you. Voilà, bref. Je comprends la difficulté à se mettre dans cette attitude de vulnérabilité pour un parent qui incarne une autorité. C'est aussi cette vulnérabilité qui permet de montrer le genre comme une donnée vivante, qui ne sera pas figée, inévitable, lourde. Et puis en plus, en vrai, oui, en plus les enfants l'attaquent super bien. Et en plus moi, alors même que je suis 6, il y a plein de séparations genrées qui, pour moi, ne font aucun sens, tu vois. Je m'habille souvent chez les hommes, il n'y a pas de... il y a une espèce de fluidité déjà de ce côté-là, et du coup, je trouve que pour un enfant, c'est chouette d'avoir des exemples comme ça. Qui disent pas « Oh là là, mais tu vas pas mettre un t-shirt de garçon !» ou l'inverse, tu vois. Dans le collège de mon petit frère, un enfant se sent plus garçon que fille. Tous les enfants disent « il ». Bah ouais, c'est ça. C'est les parents ou les profs, bah oui, qui font front, ouais. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, les enfants, en soi, juste, il n'y a pas tout ce jugement, parce qu'ils sont, au début, assez extérieurs à tout ce concept de système, en fait. Et c'est là où tu te dis que c'est vraiment le système qui transforme tout. Parce qu'en fait, quand tu viens d'arriver à la vie, bah juste on te dit « Ah, donc, toi, t'as envie qu'on te dise « il », bah je te dis « il ». Voilà, c'est hyper simple. Alors que les enfants ont intégré, et mon petit frère, 12 ans, me disait que pour eux, c'est normal. Ouais, c'est ça. C'est normal, quoi. Mais oui. Alors, c'est un exemple, mais ça m'avait vraiment interpellée, surtout début collège. Mais oui. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait... tu te rends compte du poids du système et du fait que si t'en sors un tout petit peu... tout paraît normal, en fait, juste. On va dire il, puisque cette personne veut que ce soit il, son pronom. Voilà, fin. Fin, les enfants, c'est... Voilà. Et je trouve ça trop cool. Et c'est pour ça que je trouve ça important de leur donner des exemples, quoi. De leur montrer qu'il y a plein de choses possibles. C'est aussi cette vulnérabilité qui permet de montrer le genre comme une donnée vivante, qui ne sera pas figée, inévitable, lourde. Finalement, il s'agit d'offrir accès aux ressources, de transmettre à l'enfant les paroles de la communauté. La position des parents comme relais est centrale pour apprendre le genre en se défaisant des biais transphobes. Cette position est aussi importante pour apprendre la transphobie, quand un enfant partage sa transidentité. Parce que si un apprentissage dégenré et libre est merveilleux et nécessaire dans le contexte social qui est le nôtre, il n'offre pas la conscience des violences que l'enfant pourra connaître. Il s'agit de dire toute la vérité pour permettre aussi une protection en contexte social, ne pas jeter son enfant dans le grand bain sans brassard, évidemment. La question des relations sentimentales et ou sexuelles. Un sujet à la transphobie involontaire dans le milieu familial est souvent la question des relations sentimentales et ou sexuelles, parce que la famille est souvent à même d'être témoin des relations d'une personne, l'engagement et les conseils peuvent exister. Et quand on est trans, on crée souvent tout J'ai du mal aujourd'hui avec les un sensationnalisme autour de ces questions. Alors, tu lui as dit ? N'a pas été difficile d'accepter qu'elle soit différente ? Tu en penses quoi d'être avec une personne trans, etc., etc. Une vraie dynamique de partage de regards cisgenres sur notre identité existe, qui dévoile un regard exotisant et qui fait de la transidentité un sujet de débat quand cela ne devrait pas en être un. Les seules préoccupations potentielles devraient être de savoir si la structure est saine, comme pour n'importe qui d'autre. J'entends que pour beaucoup, ces propos seront difficiles à lire, qu'ils peuvent sembler ingrats. J'entends ce besoin d'un temps de changement
des habitudes, et je crois qu'il est important d'en avoir conscience. Mais plus important encore, il s'agit d'écouter et d'accepter qu'en matière de transidentité, c'est le savoir des personnes trans qui prime sur le vôtre. Même si elles sont vos frères, sœurs ou adelphes, même s'il s'agit de votre enfant, malheureusement les liens d'autorité dans la famille compliquent parfois la transmission d'informations et peuvent faire obstacle à l'accès aux transitions. Une transphobie parfois mise en doute. C'est quoi les autres noms des partis ? Je suis curieuse. C'est hyper intéressant. Ah tiens. Les propos injurieux. Quelle place pour les alliés ensuite ? Et ensuite, ce sera le chapitre suivant. Une transphobie parfois mise en doute. La France est nourrie culturellement par l'idée d'universalisme de certaines idées et valeurs. Cette notion a largement été critiquée et remise en question notamment par le mouvement antiraciste et anticoloniaux. Par les mouvements. Que l'on remercie. Cet universalisme nourrit encore largement la politique, l'économie capitaliste ou encore le journalisme dans notre pays. Trop souvent, les sujets traités par les médias le sont par des personnes qui ne sont pas concernées, et cela est mûrement réfléchi. On voit encore trop de panels de journalistes prendre la position de la personne qui sait, apportant les faits et une analyse, tandis que les personnes touchées comme témoins sont présentées comme émotives, n'apportant que subjectivité quand nous avons bien plus à dire. L'argument de l'émotivité est largement utilisé pour décrédibiliser nos voix, avec, en sous-ton, une vision péjorative et intellectuellement réductrice de nos narrations et de nos identités. Cette appropriation de nos narrations, sous couvert d'un savoir technique et formel journalistique, a pourtant des conséquences. En première ligne, la perte de la conscience du système qu'est la transphobie, dont nous avons déjà longuement parlé. Plus largement, cela transforme la façon dont les transidentités sont montrées et prises en compte en conséquence. Ainsi, le manque d'individualité dans la façon dont les transidentités sont collectivement approchées crée une image d'un ensemble monolithique et absolument marginal. Il est trop souvent question d'une vision qui crée une transidentité fantoche, une marionnette de paille, qui est en fin de compte le reflet de peur et de fantasmes plus que le reflet de la vérité de nos identités. En conséquence, de ce que les personnes trans vivent spécifiquement du fait de leur rapport à leur genre. Il y a un clair continuum entre la vision erronée des personnes trans et la négation ou la déformation de nos narrations de vie. En premier lieu, il est trop souvent question d'aborder la transphobie avec des guillemets, des questions ou du doute. C'est finalement assez logique. Le manque de conscience objective et la transphobie intégrée créent le réflexe de remettre en question la possibilité des existences trans et amènent une remise en question de l'existence d'une violence et des formes qu'elle prend. Mais qui sait, qui décide ? Que l'on ne s'y trompe pas, les remises en question et le doute ne sont que les signes d'un manque de regard et d'écoute des conséquences de la transphobie, mais aussi un manque de déconstruction des rhétoriques, du choix de mots et de leur sens et sous-entendu. La transphobie est une réalité, et une réalité bien plus vaste et subtile qu'il n'y paraît, et ce ne sont pas les personnes cisgenres, encore moins les personnes qui n'ont aucune familiarité avec les problématiques rencontrées par les personnes transgenres, qui peuvent décider qu'une chose est transphobe ou pas. Il est pourtant encore trop courant qu'une vraie échelle de la gravité soit instaurée quand on aborde le sujet, ou que certains mots, certains actes, certaines idées soient balayés du revers de la main. Je ne pensais pas à mal, ce n'était pas mon but. Malheureusement, les intentions ne suffisent pas et les personnes cisgenres doivent avoir le réflexe de se souvenir qu'elles sont aussi concernées et qu'il s'agit d'un travail actif de réflexion et de précaution pour éviter de participer au système transphobe dont elles font partie sans même le vouloir. Même sans le vouloir. Ne pas décider d'où est la transphobie soi-même et écouter l'expérience des personnes trans qui la voient tout le temps sont primordiaux. Il ne s'agit pas d'accuser. Il ne s'agit même pas de dire qui décide de ce qui est transphobe, mais de reconnaître qui est à même d'identifier la transphobie là où elle est, et où il peut sembler n'y avoir que de la simple maladresse. L'écoute des personnes trans d'abord est un enjeu central. Il est aussi important de préciser, même au sein de la communauté, la transphobie peut être internalisée, qu'il y a des injonctions cisnormées dans la transition, que l'enbiphobie existe
même entre nous, qui ne formons pas un ensemble homogène et automatiquement éduqué. Une subtilité qui démontre aussi l'emprise des normes apprises. Ce n'est pas un choix, il ne s'agit pas d'un jeu de blâme, mais de rendre clair des dynamiques qui existent. Il s'agit de prendre en compte l'intégralité de ce qu'être trans signifie. Ce n'est pas une caractéristique isolante, mais une donnée qui conditionne l'inclusion et la sociabilisation des concernés. De fait, nous vivons la transidentité et tout ce qui en découle. Les transitions, le rapport aux normes de genre et la transphobie. Par ailleurs, si ce sont nos paroles qui priment, il est aussi important de dire qu'il n'y a pas d'universalisme trans et que les prises de position intracommunautaires sont aussi très variables et pas toujours inclusives, pas toujours déconstruites. Réussir à jongler entre la sociologie et la conscience des biens individuels est un travail important. À quand la prochaine fois ? Nous n'échappons pas à la transphobie. Je pense que beaucoup de personnes trans n'ont pas conscience à quel point les violences peuvent cibler nos identités, sous tant de formes. Un certain temps après avoir fait leur coming out, l'écrasante majorité des personnes trans finissent par anticiper et se projeter dans les violences, par se brider parfois par peur de celles-ci dans leurs actes. Mais aussi, plus insidieusement, intellectuellement et émotionnellement, il y a cette question latente. Quand sera la prochaine fois ? Ça sera quoi ? De fait, il y a peu de choses aussi frustrantes que la remise en question ou la négation de nos vécus et de la transphobie comme une réalité structurante mais invisible. Répétons ensemble cette phrase. La transphobie est une réalité structurante mais invisible. On répète. La transphobie est une réalité structurante mais invisible. Ceux qui soutiennent le contraire prétendent que les personnes trans auraient une sensibilité exacerbée sur la question et que la transphobie n'existerait que dans un système émotif et dysfonctionnel, reflet de la différence douteuse que serait la transidentité. Ces émotions existent, les discours de personnes trans en colère, tristes, fatiguées existent. Mais ils ne sont pas le signe d'un discours biaisé, nos émotions sont justement la conséquence directe de la vérité de la transphobie, que nous vivons toujours, partout. La transphobie est une réalité, elle est une vérité objective. Les personnes cisgenres n'ont pas la légitimité de la voir, tout simplement, parce qu'elles ne la subissent pas et ne la subiront jamais. Même les proches de personnes trans, qui peuvent être plus à même de la reconnaître, de la juger et de prendre conscience de ses conséquences, ne pourront mesurer l'étendue de la pluralité et de la subtilité de ses formes. La transphobie est comme un millefeuille, une superposition d'arguments, d'idées, de mots. Mais si l'on peut réussir à se détacher d'une couche, il en reste souvent d'autres qui demandent un travail tout aussi important de déconstruction, d'analyse et de remise en question. Ceci explique que l'on s'arrête parfois à une première étape en croyant avoir fait tout le chemin, ou même que l'on se dise que les autres couches sont de la sensiblerie, de l'exagération. Ne nous y trompons pas, redisons-le, la transphobie est une vérité objective. Écoutons les personnes concernées lorsque l'on parle de discrimination systémique. Une cisphobie vraiment ? L'inversion du trauma est une dynamique de plus en plus exprimée. Dénoncer la transphobie dans des comportements spécifiques et souligner des culpabilités sociales deviendrait de la cisphobie. Tout comme il est parfois dit que dénoncer les actes de violeurs, d'agresseurs risquerait de ruiner leur vie, la culpabilité est une vérité factuelle qui demande justice et dont les conséquences sont toutes inséparables de l'acte de violence perpétré. La cisphobie n'existe pas. Elle ne peut pas exister dans un contexte de cisnormativité tel qu'il existe. Par contre, l'expression de la colère face à la transphobie et aux asymétries sociales, l'expression de peur et de volonté d'y échapper existe. Il est nécessaire de voir ce que cela dit et de ne pas inverser la narration autour de la transphobie. Des conséquences concrètes. Jessica, Vanessa, Paula, Mathilde, Laura, Douna, victimes de transphobie. On peut parler tant que l'on veut de transphobie. La conclusion et la vérité de cet ensemble de violences ne sont jamais positives, jamais bénéfiques. Ah, trigger warning. Je pense. Alors même que je suis activement engagée dans l'écriture de ce livre, les nouvelles me l'ont rappelé. Dans la nuit du 20 au 21 février 2020, Jessica Sarmiento, femme trans péruvienne arrivée en France l'année précédente, a été tuée alors qu'elle travaillait au bois de Boulogne. 3 personnes à bord d'une Clio ont pris de l'élan, l'ont renversée puis se sont enfuies sans aucun égard.
Jessica n'est pas seule. Le 16 août 2018, Vanessa Campos avait elle aussi été assassinée au bois. Les informations dont on dispose laissent entrevoir un féminicide transphobe d'une grande violence. 7 à 8 hommes se seraient acharnés sur Vanessa, qu'ils avaient déjà agressée auparavant. Le 27 août 2019, Paula Gretchen, femme trans brésilienne vivant en France, a fait une tentative de suicide médiatisée en se jetant d'un pont dans la Seine, en plein cœur de Paris. La raison ? Paula ne supportait plus la transphobie constante qu'elle subissait. À Bordeaux, le 8 décembre 2019, Nana a été agressée après avoir fêté son anniversaire. Un groupe de 4 hommes se sont pris à elle et l'ont jetée du haut d'un parapet dans un parking à étage du centre-ville. Le 31 mars 2019, Julia Boyer est agressée place de la République à Paris. Cette attaque filmée est devenue certainement l'un des cas de violence transphobe les plus médiatisés en France. Mercredi 23 septembre 2020, Douna, jeune étudiante montpelliéraine, se suicide en gare Saint-Roch. Douna avait parlé de son désespoir avant de passer à l'acte, témoignant de la transphobie violente des administrations de la faculté, du rejet du Crous qui avait suspendu sa bourse après des tentatives de suicide. L'acharnement à ne pas écouter, ne pas comprendre, ne pas accepter et aider Douna aura été la cause de sa mort. Les institutions éducatives ont poussé cette jeune femme, en parfaite santé, à se suicider. Ces 6 femmes, ces 6 victimes de transphobie, ne sont pas des personnes isolées qui ont manqué de chance. Leurs histoires tissent une cartographie de la transphobie, et je n'ai nommé que celles dont les morts, les tentatives de suicide ou les agressions verbales et physiques sont connues et documentées. Combien d'autres les subissent dans l'ombre ? Et je n'ai parlé que de la France. D'après le Trans Murder Monitoring Project, entre novembre 2018 et novembre 2019, 331 personnes trans ont été tuées dans le monde parce qu'elles étaient trans. Tous les ans, les organismes de décompte annoncent des chiffres fatals. En 2020, encore au moins 350 personnes trans ont été tuées. 98% étaient des femmes trans ou personnes transféminines. Les chiffres révèlent une continuité des violences, de la misogynie, de la précarité économique, de la transphobie. Leur analyse est nécessaire pour révéler de manière factuelle une situation sociale désastreuse, quand l'empathie n'existe pas. Les stigmates contre le travail du sexe, le racisme, sont d'autres facteurs qui se superposent à la transphobie et participent à une déshumanisation toujours plus cruelle qui rend l'assassinat viable dans la tête des responsables. La transphobie existe et nous tue. Elle détruit notre bien-être, nous isole, nous déshumanise. Le 21 janvier 2019, au Brésil, la police interroge un homme au comportement suspect. Il ne tarde pas à révéler avoir assassiné Kelly da Silva, 35 ans, une femme trans qu'il a abandonnée sur le parquet de son domicile après lui avoir arraché le cœur et laissé sur son thorax béant une image de saint catholique. Pour cet assassin, Kelly n'était pas une personne, mais comme il l'a rapporté à la police, un démon, parce que Kelly était transgenre. Tous les continents sont touchés. Il ne s'agit pas de notre problème, mais d'un problème collectif dont nous sommes les victimes. Il est temps de le voir et d'agir, parce que quand il ne s'agit pas d'extrémités si dramatiques, c'est notre inclusion dans le monde du travail qui est rendue plus difficile et qui entraîne une vraie précarité. Dur mais nécessaire comme rappel, effectivement. Je comprends pas l'intérêt vraiment des gens d'être aussi cruels envers des gens qui de toute façon ne changeront rien à leur propre vie en fait. Genre vraiment, laissez les gens tranquilles. Mais ça c'est fou parce que des formations professionnelles, mais toutes ces violences déshumanisantes, c'est hyper courant dans les conflits comme ça. Et là en plus, comme il y a la vision religieuse, c'est un peu les mêmes violences qui étaient déjà perpétrées pendant les guerres de religion, genre dans les années 1560 quoi. Parce que du coup tu déshumanises ta victime, et du coup c'est plus une victime, puisque tu la considères pas toi-même comme un humain. Du coup, tu n'es pas criminel. Tu as juste sauvé le monde de quelqu'un qui n'était pas humain, tu vois. C'est horrible. Le pluriel de la transphobie. C'est une chose finalement assez paradoxale que la transphobie. C'est simple et net. Il existe un système que nous apprenons qui nous dicte des vérités construites autour du genre,
qui implique en creux une réserve, une opposition, une haine, un doute quand on parle des transidentités. Et pourtant, c'est si diffus, si implicite que ça semble inexistant. Mais aussi, les formes, les motivations et les buts de la transphobie sont si nombreux sociologiquement que l'on peut véritablement employer le pluriel quand on parle de ce système. Tout le monde est virtuellement transphobe dans notre société, mais ce tout, le monde, cache de nombreuses nuances qui ont leur sens sociologique. On peut déjà distinguer des biais idéologiques différents qui nourrissent différents discours transphobes, des lectures religieuses, une conception du genre et des violences de genre comme basées sur des différences biologiques, une optique idéologique qui tend à synthétiser les violences de genre et à les lire exclusivement par ce filtre, qui, en conséquence, refuse l'intégration des nuances et spécificités que les transidentités apportent au discours, des conceptions du genre, par le biais de stéréotypes sexistes qui excluent et stigmatisent des personnes trans qui n'entrent pas dans leur identité ou expression de genre, un refus d'inclusion de nos combats par l'argument numérique que nous restons une minorité. Ces motifs de rejet sont différents et s'ancrent dans un choix d'arguments et d'insultes subtilement différents. Ils ne sont pas isolés et peuvent se superposer, se compléter. Ils partagent d'ailleurs des sources communes, dont l'importance des structures patriarcales comme structurantes des relations et des espaces rôles de genre, la cisnormativité basée sur des théories pseudo-biologiques, etc. Il y a une vraie importance de la sociologie des personnes et des arguments. Le but de différentes positions idéologiques face à la transidentité n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Ainsi, les groupes de féministes dites radicales, également connus par l'acronyme en anglais TERF, Trans Exclusionary Radical Feminists, suivent une idéologie basée sur une thèse de Janine Raymond, publiée en 1979, The Transsexual Empire. Pour les TERF, le combat est de détruire l'idéologie trans et de faire reconnaître les femmes trans principalement comme des hommes, d'empêcher toute revendication politique en faveur de personnes trans et surtout d'empêcher l'inclusion des femmes trans dans le mouvement féministe. D'autres affichent verbalement le but, mais peut-être est-ce seulement une provocation virtuelle cherchant à effrayer, de supprimer les personnes trans. Dans les sphères politiques notamment, on trouve une idée plus nuancée, reconnaître l'existence d'un ensemble sociologique minoritaire et de chercher à le contrôler. Je rappelle, à toute fin utile, que certaines licences sont tenues par des TERF, qui ont, par leur argent, un poids politique. Merci de ne pas leur donner plus d'argent. Il existe véritablement des transphobies. Aucune n'est éthique, aucune n'est juste. Le fond commun est souvent que la transphobie se base sur, elle dit beaucoup se base sur, ça me déconcentre à chaque fois, sur l'avis qu'ont les personnes cisgenres sur le concept même de transidentité, mais aussi sur la réalité sociale, la vie communautaire des personnes transgenres ou encore sur les transitions. S'il est d'ailleurs une chose en laquelle je crois profondément, c'est l'importance de l'analyse de ces situations, du choix des mots, de leur poids culturel, de leur contexte. Rien de personnel, rien d'émotionnel. Une analyse objective de rhétorique qui permet de mieux comprendre les sources de transphobie et de les contrer. Au fond, tout est plus simple qu'on le pense. Nous, personnes trans, existons. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas un jeu. Il n'y a pas d'avis à avoir. Rien de plus à penser que le fait de constater objectivement notre existence et écouter ce que nous avons à apporter au débat public, notamment dans les rhétoriques militantes. Mais cela n'est pas, actuellement, encore suffisant. La remise en question des normes de genre, les corporalités et les parcours de transidentité doivent être appris, connus, inclus, ce qui demande inconditionnellement aujourd'hui une attention et un mouvement civique en faveur de la communauté trans. Waouh, il y a la liste des propos injurieux, la vache. Bon, on va lire ça, on va terminer ça, et puis après on s'arrêtera là, je pense, parce que ça fait beaucoup. C'est terrible de trouver un tic de langage, ça peut perturber de fou. Oui, ça me déconcentre, mais c'est pas grave. Des propos injurieux récurrents. C'est comme sur la partie sur le vocabulaire, je pense que c'est important ce chapitre aussi. Parce que les mots ont un sens et ils ont un pouvoir. Dans un sens comme dans l'autre. Hop. C'est si dur de lire à haute voix aussi longtemps. Ouais, c'est un peu fatigant, mais c'est cool. J'aime bien. J'aime bien lire à voix haute. Mais c'est juste que sur de la non-fiction,
surtout sur des sujets comme ça, bah, c'est important, donc du coup, j'y mets beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup réfléchir, etc. Donc forcément, c'est fatigant. Mais en vrai, je suis bien contente de faire ça avant d'aller au travail. Genre, j'ai l'impression d'avoir fait un truc qui a du sens. Enfin, c'est un peu bête, parce que si j'avais joué à un jeu vidéo, ça aurait pas eu moins de sens, mais... Bref. J'ai l'impression de m'être nourrie, disons. Enfin, un jeu vidéo aussi, ça nourrit. Enfin bref, c'est bête, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Des propos injurieux récurrents. La transphobie est rarement originale. La récurrence de certains termes, de certaines expressions injurieuses est d'ailleurs utile dans la compréhension des biais idéologiques de la personne exprimant sa haine. Faisons ensemble un tour de ces mots et de ce qu'ils dénotent. L'analyse et la déconstruction du sens profond et des sous-entendus permettent de rendre visibles les idées, mais aussi la transphobie dans les discours. Le plus didactique serait certainement d'en faire une liste. Avertissement, certains propos rapportés ci-dessous sont violents. Attention à vous. Protégez-vous. Erreur de la nature. Ce propos fait directement référence aux théories de la biologie genrée, qui serait la seule vraie, la seule viable, la seule juste. Il s'agit de faire sortir les personnes trans de toute réalité acceptable. Encore une fois, hein, c'est un truc de déshumanisation, hein, tu les mets en dehors de l'humanité pour qu'après tu justifies les violences que tu perpètres à leur encontre. Schéma classique. Bête de foire, même ordre d'idée que le terme précédent, cette expression fait directement référence au cirque humain, au freak show. Ces rassemblements inhumains du 19e au 20e siècle, les personnes dont les caractéristiques physiques ou mentales semblaient si étranges, monstrueuses ou ridicules qu'elles devaient être montrées. Les freak shows incarnaient une sorte de catharsis rassurant la normalité des personnes qui y assistaient. Il s'agit encore ici de marginaliser et de ridiculiser, de déshumaniser les personnes transgenres. C'est pareil que ce que je vous disais avant. En fait, la plupart des violences contre des minorités, elles tendent à faire ça. Elles tendent à montrer qu'elles sont en dehors. Et ce qui est le plus simple, le plus courant, disons, c'est de montrer qu'elles sont en dehors de l'humanité. Comme ça, ben, tu n'as pas de culpabilité à t'être, entre guillemets, débarrassé de ces personnes, puisque tu considérais que c'était pas des humains. Ce qui est con, hein. Mais c'est un schéma hyper classique. Excusez-moi, je vous fais chier avec mes études. Mais c'est un schéma classique et c'est un schéma qui est tellement vieux que je trouve ça fou, en fait. Et c'est aussi, c'est un peu de mentir à toi-même, quoi. Tu dis non, mais en vrai, j'ai pas été violent envers une personne. J'ai été violent avec une personne qui n'est pas humaine. Donc ça va. Bah non, ça va pas, frérot. Y'a rien qui va. Ce que tu me racontes. Malade mental, mentaux. Mental, ben non. Ouais, je dis n'importe quoi. Bref, malade mental, point E. Ce propos a une logique. Il s'inscrit dans les théories médicales, ça c'est pareil. C'est aussi un réflexe, en tout cas une logique courante dans les violences contre les minorités, hein, de pathologiser les choses. Et encore plus quand il s'agit de violences transphobes, homophobes, etc. Même les violences sexistes d'ailleurs. Qui ont été imposées aux identités trans pendant des décennies. C'est en tant que malades mentaux que nous avons été traités pendant tout le XXe siècle. Il existe dans notre société un profond stigmate autour de la santé mentale. La psychophobie, soit l'ensemble des violences et stéréotypes concernant les neuroatypismes, est profondément ancrée, soit ne pas être mentalement sain, saine. Selon les standards culturels de ce que cette expression peut signifier d'un pays à l'autre, c'est être hors de la société, car inadapté à ses codes. Encore une fois, on montre que la personne elle est en dehors de la société, et du coup, ça permet de la stigmatiser. Mais être trans n'est pas une maladie mentale. D'ailleurs, depuis 2010, la France l'a déclassifiée de sa liste nationale des maladies mentales. La dysphorie de genre est cependant encore considérée comme un trouble psychiatrique, et l'ombre de la pathologisation hante nos prises en charge médicales et notre inclusion socio-culturelle.
Ça va, toi? Il a changé de sens, sa tête est de ce côté-là maintenant. Il est là. Oh, je vais prendre la place, je m'en fous. Le mec s'en fout. Monstre. Ce terme est également assez courant. On retrouve les thèmes abordés précédemment. La déshumanisation est ici évidente, avec la référence au monstre, un motif culturel qui effraie, qui tue, qui peut être paranormal. Pareil, ça c'est un motif hyper courant. Travelo, il est certainement l'une des insultes les plus utilisées pour dénigrer les personnes trans. Nous l'avons déjà abordé, page 55, la confusion courante entre le travestissement et la transidentité. Travelo est un terme péjoratif pour désigner une personne qui se travestit, mais est également utilisé pour les personnes transgenres. Il s'agit de souligner comme un sujet de honte l'appropriation par une personne à laquelle on colle un genre qui n'en est en fait pas le sien, pas le sien, de codes d'expression de genre associés traditionnellement à un autre genre. Les personnes transgenres sont instables, perturbées. Dans la ligne directe de la maladie mentale, on entend souvent cet avis. Le taux de tentatives de suicide dramatiquement élevé est utilisé comme preuve. D'autres facteurs le sont également la colère militante, la fatigue et l'abattement que la transphobie quotidienne peut provoquer, l'isolement social que de nombreuses personnes trans expérimentent. Il y a un manque total de recul et de compréhension des responsabilités, de la nature même de ce qui est perçu comme une preuve, mais qui est, en réalité, un faisceau de conséquences de la transphobie et des stéréotypes. Les personnes trans ne sont pas vraiment des femmes ou des hommes. Nous avons déjà parlé de cette question dans le chapitre 2. J'ai donné naissance à un garçon / une fille. Pas à toi. J'aurais préféré que tu meures. Tu resteras mon fils / ma fille. Dans le milieu familial spécifiquement, la transphobie amène un rejet qui s'ancre dans tous les arguments invisibilisants ou essentialisants, déjà vus ensemble, qui amène ces remarques. La rhétorique du deuil, que nous avons déjà abordée, est également très présente. Toutes ces expressions témoignent d'une incapacité à concevoir autre chose que la perception de l'individu dont on parle. Le fait de vivre avec le souvenir d'une personne dont on apprend simplement une différence, une nouvelle donnée. Et des menaces en escalade. Les menaces de viol et de violences sexuelles. Ces violences sont à la fois la marque du patriarcat oppressif, le signe de l'hétérosexualité comme un système culturel et politique, mais sont aussi proférées comme une solution pour rétablir cet ordre hétérosexuel ou pour punir la déviance qu'est la transphobie. Il existe en sociologie le concept de viol punitif qui touche globalement la communauté LGBTQIA+. Ces idées de, entre guillemets, solution et de punition n'étant pas mutuellement exclusives d'ailleurs. Les transpanic attaques, agressions physiques, morts, insultes, les gestes existent et leur violence doit être dénoncée. Certains tentent de justifier les actes transphobes. Ainsi, dans les tribunaux américains, l'argument de la panique trans est et a été employé. Il s'agit d'expliquer qu'une agression transphobe résulte d'une panique et d'une perte de contrôle face à l'inconnu et à la peur qu'incarne une personne trans. C'est hyper grave. Une façon de faire donc porter la culpabilité de la transphobie sur la personne trans, plus qu'une justification, une incitation. Un discours implicite que la transidentité est effrayante. Il existe une rhétorique similaire dans le cadre d'agressions homophobes avec la gay panic, un faux argument qui tend à être prohibé puisque 9 États des États-Unis l'ont interdit. Les menaces de mort. Les cas extrêmes ne sont pas forcément les plus rares, absolument rien ne justifie et n'excuse jamais des menaces de mort en raison de l'identité et ou l'expression de genre, de l'orientation romantique et ou sexuelle, de la couleur de peau, de la religion, de la profession, rien. De même, le harcèlement que peuvent subir des personnes en réaction à une caractéristique spécifique de leur identité est pareillement toujours condamnable et n'a jamais de légitimation acceptable. Les menaces de mort elles-mêmes prennent plusieurs formes. Référence au camp de concentration, allusions censées être vagues comme « si c'était moi au pouvoir, ça n'existerait pas ». J'ai le souvenir vivace d'un message promettant « on va vous exterminer ». C'est horrible. Les volontés de mort et de suppression. Elles sont un extrême dans l'usage de la violence physique, comme programme idéologique ou volonté d'intimidation. Les menaces de coups et blessures sont souvent rendues possibles, tout comme les menaces de mort, par l'intense déshumanisation et l'ostracisation dont les personnes trans sont la cible. Il y a une inventivité cruelle dans les descriptions de violences qui sont envoyées par message sur les réseaux sociaux ou lancées à l'oral, ou encore partagées entre transphobes sur des groupes privés. Il y aurait bien d'autres choses à rapporter. Cette synthèse n'est pas exhaustive. Elle permet néanmoins
de rendre plus visibles les horreurs qui sont entendues par les personnes trans et peut-être de faire se remettre en question une personne cisgenre qui les pense ou les dit. Bon, on s'arrête pas sur de la joie, mais en même temps, ce sont des sujets importants et on n'est pas obligé de faire des blagues pour parler de sujets importants. Dommage, il reste pas grand-chose. Bah c'est pas mal, remarquez. Comme ça, on commencera par quelle place pour les alliés la prochaine fois. Et il nous restera cet autre chapitre que j'avais envie de survoler avec vous. Enfin, de survoler, on le lit. Sur les représentations. Prochaine fois, peut-être vendredi prochain. Si mes horaires ont déjà été stabilisés, ce sera sûrement vendredi prochain. Qu'ai-je fait de mon marque-page? Enfin, c'est juste une petite feuille. Oui, là. Oh, j'ai fait paniquer la caméra. Hop. Et on aura appris quoi aujourd'hui? Le nom loi bioéthique. Et j'avoue que pourtant, le sujet de la PMA et tout, j'avais bien suivi. Mais j'avoue que j'avais jamais vu le nom loi bioéthique. Voilà. Écoutez, c'est cool, on apprend des trucs. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Vous allez bien? Ah. Attendez, faut juste que je fasse un truc. Excusez-moi. Hop là. Je me réveille doucement, je vais repartir sur la broderie. Très bonne idée. C'était super intéressant, cool. C'était trop bien, j'aime beaucoup ta manière de lire. Cool. Bon bah tant mieux. On fera peut-être ça vendredi prochain. Voilà. Je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. Belle journée. Merci d'avoir été là. Et puis à bientôt. Bye.